et bonjour Internet. Comment vous allez? Merci Flexbooks, merci pour le lurk. C'est vrai que dimanche 14h en général, c'est en famille. Aïe des Hunter. Purée, jamais je vais réussir à dire Aïe d'entrée de jeu, mais cette fois-ci j'ai testé mon micro avant et donc pour une fois on m'entend. J'espère que vous allez bien. Nous sommes. Je fais toujours le petit time. Le dimanche 9 février. Il est 14h, on attaque l'actualité de King en janvier. C'est le 26e live Actu de King et je crois que depuis que j'ai lancé ces lives-là, j'en ai fait tous les mois. Des fois un peu en décalé, comme là, parce que j'étais pas là le week-end dernier, mais il y en a eu tous les mois. Ça sera évidemment plus court que celui du mois dernier, puisque en janvier, on était sur toute l'actu de King en 2024 et tout ce qu'on attend en 2025 et plus. Et écoutez, j'espère que ça va, que vous passez un bon week-end. Et coucou Banana Monkey, bienvenue, bonjour. Je suis contente de voir que le bot il fonctionne quand même de temps en temps pour saluer les gens. Il faudra que je vois les mots-clés qu'il faut que j'ajoute. Ceux qui ne fonctionnent pas, il faudra que je les note. Attendez, je vais préparer mon petit carnet de notes. Coucou Danito, bah tu vois, voilà, typiquement j'ai l'impression que Hello, Hello il le capte pas. Attends, je vais faire ça. C'est le carnet de notes que j'utilise quand on faisait Rostylake, là, où je prenais les notes pour les énigmes. Alors attendez, j'arrive. J'espère que vous êtes contents sur YouTube d'avoir cette partie-là du replay. Alors, je note le bot. Comme ça, je ferai ça après. Comment vous allez en ce mois de février 2025? Salut Roland. Voilà, ouais, confirmation que Hello, ça marche pas du coup. Aujourd'hui, il y a un anniversaire. Attendez. En lien avec King, hein, évidemment. C'est marrant parce que moi, je l'ai vu passer sur le site de Bangor il y a quelques jours. Et Laïlja avait l'air de mettre ça à aujourd'hui. En gros, il y a ces jours-ci l'anniversaire de le fait qu'on ait révélé au grand jour que Richard Bachman et Stephen King. Oh là là, j'ai dit Stephen. Il y a 40 ans aujourd'hui. 40 ans. C'est bien, ça ne nous rajeunit pas, c'est même pas mon âge. Donc c'est pour dire, machin. Ah bah attendez, je peux vous montrer. On va commencer là-dessus tranquillement. Je l'ai pas, vu que je l'ai pas mis sur les réseaux, je l'avais pas mis dans mon conducteur, mais je suis perdue. Ça m'apprendra à faire un live par mois. Alors, j'arrive. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était ça. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire un copier-coller sur n'importe quoi. Je suis perdue. Ok, on est bon. J'ai été née, ça ne me rajeunit pas. Moi, j'étais pas née et j'étais à un an et 3 mois d'être née. Donc, autant te dire... J'espère que du coup, vous notez que dans 3 mois, c'est mon anniversaire. Le live de mai? Non, le live de mai, vu que c'est mi-mai, ça compte pas. Le live de juin, faudra me dire bon anniversaire avec 2 semaines de retard. Et j'ai pas encore 40 ans cette année, donc ça va... peut-être... Est-ce que je fais un live d'anniversaire? On s'en fiche. Peu importe. Bref. Du coup, il nous dit quoi? Est-ce que je peux vous le traduire en direct? Aujourd'hui, cela fait 40 ans que le Bangor Daily News a annoncé que Stephen King et Richard Bachman étaient une seule et même personne. Et comme ça, nous avons eu 5 nouveaux livres. Ah oui, c'est vrai. Rage. The Long Walk, c'est Marche ou crève. Roadwork, c'est Chantier. Running Man et Sinner, c'est La peau sur les os. Nous avons également découvert que l'homme se faisant passer pour Bachman sur la couverture de La peau sur les os était en fait Richard Manuel de Roseville, Minnesota, une banlieue adjacente à Saint-Paul et Minneapolis, où il travaillait sur des logements à haut rendement énergétique. Manuel était un ami de l'agent littéraire de King, Kirby McCauley, et a accepté de se faire passer pour Bachman, et selon lui, il a gardé le secret. Je n'ai rien dit à personne, j'avais juré de garder le secret, des amis m'ont appelé et m'ont dit « Eh, dis qu'il y a un type qui te ressemble et qui écrit des livres dans le New Hampshire. » Même ma sœur a appelé et m'a dit ça. C'est drôle parce que en plus, je vais pas refaire toute l'histoire de comment King... Salut Christou, bienvenue, hello. De comment King s'est fait... En fait, il s'est fait griller par un bibliothécaire, je crois, qui a reconnu les styles et qui... Enfin, pas un gars, qui a reconnu les styles d'écriture, qui est allé chercher un petit peu les droits de parution de Rage, je crois, du coup, c'était à l'époque, je sais plus lequel. Et en fait, c'était quand même publié dans les documents officiels auxquels on a accès que quand on est un peu dans le réseau littéraire. C'était quand même publié sous le nom de King. Et il a écrit King en disant « Eh oh, je t'ai eu !» Et du coup, c'est un journaliste du New York Times. Et King a dit « Bon bah, puisque tu m'as découvert, je te laisse la primeur sur le sujet. Et on fait une interview, je t'accorde une interview exclusive pour le New York Times pour révéler
que je suis en effet Richard Bachman. Et après, bon, il y a toute une histoire de comment il a tué son pseudonyme, d'un cancer de la pseudonymie, un truc, enfin, très King, avec des publications posthumes pour tous ceux qui sont sortis après, aussi de comment il a tué son pseudonyme dans La part des ténèbres, et c'était aussi une façon de se débarrasser de son addiction. Donc, beaucoup de choses. Je vous invite à aller écouter l'épisode du roi Steven sur La part des ténèbres, ou sinon, parce que c'est vraiment très très en lien. C'est Carlotta qui a sorti ça? Non, c'est pas Carlotta. C'était qui? Putain, je sais même plus pour qui j'ai bossé. Ah, là. ESC Édition. Dans cette très belle édition de La part des ténèbres chez ESC Édition, nous avons dans les bonus une personne que vous connaissez peut-être un petit peu. Ah non, c'est pas cette version-là avec les... Attendez. C'est peut-être dans le coffret. Je sais plus écrire. Là, cette version-là. Nous avons dans les bonus... Ah, mais non, en fait, ils ont mis le même truc pour tout le monde. Shit. En gros, je suis dans les bonus et dedans, je parle de la jeunesse de La part des ténèbres et de... Après, je parle aussi forcément du film, parce que c'est les bonus du film avec Romero, machin, mais et de notamment qu'est-ce que ça signifie dans l'œuvre de King et dans sa vie et pourquoi c'est très lié à ce qu'il vivait à ce moment-là. Parce que c'est son dernier roman sobre, La part des ténèbres, et au moment où il se débarrasse de son pseudonyme, c'est au moment où il se débarrasse de son addiction, et du coup La part des ténèbres, c'est quand même une histoire de jumeaux maléfiques et de pseudonyme qui revient, donc c'est très très lié, comme d'habitude, à sa vie personnelle. Du coup, on va pouvoir attaquer. Alors attendez, est-ce que j'ai tout réglé? Ça fait une bonne intro, hein, mine de rien. J'ai failli appuyer sur arrêter le live. On aurait été bien malin. Dans l'actu de King, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai pas suivi si au final, je crois, il me semble que ça se tient. En fait, il y a eu des gros incendies à Los Angeles. Je pense que je vous apprends rien. Qui ont vraiment ravagé une grande partie des alentours de Los Angeles et une partie de la ville aussi, notamment en banlieue. Ça a mis en danger beaucoup d'habitants, ça a détruit beaucoup d'habitations. Et en fait, à ce moment-là, il y avait l'annonce des nominations pour les Oscars et King, lui, ce qu'il a dit, c'est en fait, vous êtes bien gentil, mais il y a peut-être d'autres priorités que les Oscars. Il n'a pas dit annuler les Oscars. Ah, c'est marrant parce que là, j'ai mis. En fait, il faut revoir parce qu'il me semblait qu'il avait dit annuler la cérémonie. Je pense qu'il y a un sujet de. On peut faire les Oscars, mais peut-être qu'on les fait à distance en mode Covid et on est tous en visio. Ou sinon les annule carrément. Évidemment, les Oscars, c'est extrêmement politique. Après, ça génère aussi beaucoup d'argent, c'est beaucoup de flux de monnaie. Donc évidemment qu'ils n'ont pas annulé les Oscars. Les nominations ont été annoncées comme prévu. Plusieurs personnalités ont dit nous on est censé voter donc on votera pas. Donc King notamment, d'habitude il vote, mais là il votera pas. Et aux dernières nouvelles ça se maintient, mais il s'est positionné politiquement en tout cas, comme il le fait sur ses réseaux sociaux, pour annuler les Oscars. Ah, il y a eu une grosse actu là il y a pas longtemps. Je vous montre ça. Il a été l'invité du Kingcast. Le Kingcast, c'est un podcast américain. Je crois qu'ils sont américains. Oui, ils sont américains. Sur King, comme son nom l'indique, ils ont toujours des très très bons invités. Et King était déjà venu. Et là, il est revenu. Et il a beaucoup parlé parce que ça dure un peu plus d'une heure. On est sur 1h10. Vous pouvez l'écouter en anglais. Il est sur toutes les plateformes de podcast. Mais surtout, moi, je l'ai traduit. Alors, je vous cache pas que grâce à l'argent que vous me donnez sur Tipeee, je l'ai traduit. J'ai payé... Il y a un site qui s'appelle HappyScribe. En fait, j'ai téléchargé l'audio en MP3. J'ai réussi à le choper en MP3. Je l'ai mis dans HappyScribe. En fait, HappyScribe, c'est un outil gratuit, payant en ligne qui permet de retranscrire un texte... retranscrire à l'écrit un truc qui est audio. Et donc, du coup, j'ai eu le transcript. Et c'est plutôt pas mal. Ça marche assez bien en anglais l'interview. Que j'ai traduit dans un outil de traduction pareil que je paye, et en écoutant en anglais, j'ai lu en français, et j'ai mis... là, du coup, c'était assez facile, toutes ces parties, tout ça là, qui sont des citations, en fait, j'ai juste eu à les copier-coller, vu que j'écoutais en anglais en même temps, j'ai juste vérifié si c'était bon, et j'ai fait ça.
Et ça, c'est vraiment grâce aux sous que vous donnez à Tipeee, parce que c'est des outils qui coûtent quand même de l'argent, mais qui me facilitent largement le travail. Et vu que c'est quand même une conversation de plus d'une heure, à écouter, si on comprend pas l'anglais, c'est pas évident. Surtout que King, il a un peu un accent. Je trouve qu'il a une voix qui est pas forcément très radiophonique. Et en plus, il a beaucoup d'hésitation. Il est difficile à retranscrire à cause de ça, parce qu'il a beaucoup d'hésitation et il termine jamais ses phrases. Il part toujours un peu dans tous les sens. Et du coup, ça m'a permis de traduire l'interview. On a appris quand même beaucoup de choses. Et l'avantage, c'est qu'il se sent en confiance quand il est avec ces gens-là. Donc du coup, il y a pas mal de petites infos sur la vie avec sa femme, l'importance de sa femme, Tabitha donc. Il parle aussi de son obsession pour les champs de maïs, le maïs. Il a beaucoup parlé de Talisman 3. Et notamment ce qu'il envisage pour Talisman 3, en plus de ce que Peter Straub voulait, lorsqu'il a dit qu'il essayait de faire, c'était de garder la patte de Peter Straub, et d'essayer d'écrire un peu comme lui, un peu de singer son style dans l'idée, pour essayer de quand même garder une continuité de style entre le tome 1 et le tome 2, les 2 tomes ayant été écrits avec Peter Straub, et le 3e qui du coup sera sans Peter Straub. Il a dit aussi qu'évidemment ça sera dans les territoires et qu'il va le lier à la Tour Sombre, parce que voilà, j'essaie d'y inclure la Tour Sombre, parce que évidemment que territoire entre deux mondes, tout ça, on n'est pas très loin. De quoi il nous parle aussi? Il nous parle du singe, il nous parle de Maximum Overdrive. Ça, le tournage, on n'avait pas... c'est pas vraiment de l'actu inédite, on savait à peu près comment s'était passé le tournage, le fait que tout le monde parlait italien et qu'il était sans arrêt sous cocaïne. Ça, cette photo-là qui est très connue, il a précisé qu'il n'était pas sur le tournage des Gremlins, mais qu'on lui avait sans doute envoyé des marionnettes et que du coup il a juste posé avec pour le fun. Et il parle de Never Flinch. Never Flinch, c'est, rappelons-le, son prochain roman à apparaître en anglais. La parution est prévue pour le mois de mai. Donc il en parle rapidement sur son intention avec ce roman-là. Il dit beaucoup de choses qu'on sait déjà, qui sont que Holly, c'est son personnage préféré du moment, qu'à la base il n'avait pas prévu de passer autant de temps avec elle, qu'elle s'est un peu imposée d'elle-même dans Mister Mercedes et que du coup il continue à écrire avec elle, et que Never Flinch a été assez difficile à écrire parce que il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de personnages, et qu'il n'est pas habitué à ça, vu qu'il n'écrit pas avec des plans, il a un peu de mal avec ça. Et c'est bien parce que du coup, il confirme un peu ce que nous on avait eu. Il y a eu plusieurs noms de travail pour Never Flinch. Il y a eu We Think Not et il y a eu Always Holly. Parce que sur le site et sur les réseaux, si vous avez suivi depuis le début l'histoire de l'écriture de ce roman-là, on était quand même vachement sur... à un moment donné, il est en train d'écrire We Think Not, et puis, ah bah tiens, il est en train d'écrire un truc qui s'appelle Always Holly, mais ça ressemble quand même vachement à We Think Not, est-ce que du coup, ça serait pas un autre nom? Ah bah tiens, il y a Never Flinch qui est annoncé, mais du coup, est-ce que Never Flinch, ça serait pas Always Holly? Parce que ça a l'air quand même d'être à peu près la même chose. Donc voilà, en gros, il réexplique ça. Et voilà, il reparle un petit peu, pas mal d'anecdotes. C'est pas si long que ça à lire en français. C'est toujours marrant à écouter en anglais parce qu'il est assez agréable à écouter et qu'il prend vraiment beaucoup de plaisir à ce qu'il fait. Donc là-dessus, c'est assez agréable. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur l'interview du Kingcast. Et justement, en parlant de Never Flinch, on a eu la couverture. Je rappelle qu'en français, on ne sait toujours pas. Il sort en anglais au mois de mai. Ça veut dire, en général, en français, il faut attendre 8 mois. Donc, en gros, on devrait l'avoir peut-être pour Noël. Ça sera un peu optimiste pour Noël. Peut-être dans un an, d'ici un an, on l'aura en français, c'est sûr. Après, peut-être qu'Albin Michel prendra du retard. On a eu... À la base, on connaissait que la couverture américaine, qui est cette couverture blanche, dont moi, je suis pas très fan. Je sais que les gens qui l'aiment beaucoup, mais moi en fait j'ai cette statue de la justice, elle me donne l'impression d'être une mauvaise impression 3D. Enfin, elle a un côté plastique que j'aime pas trop, et du coup la première fois que j'ai vu la couverture, j'ai eu l'impression que c'était une couverture de travail, et là on a eu la couverture anglaise, et moi ça me plaît beaucoup plus. Alors on est beaucoup moins, alors ça dépend de l'ambiance du livre. Ça pourrait être une très bonne couverture ou des très bonnes couleurs, pour par exemple, Plus noir que noir, la couverture était américaine, enfin, non, les deux étaient bien parce que ça se passait beaucoup en Floride, beaucoup sous le soleil, et ça allait bien avec le mood des nouvelles.
Là, je suis pas sûre que ça aille avec le mood de la nouvelle. En même temps, le vert, c'est une couleur qui est très présente chez King. Il y a un côté un peu nocturne, et si c'est un thriller, on peut s'attendre à ce que ce soit un peu la nuit, tout ça. Je l'aime bien. Disons que par défaut, je préfère la version anglaise que la version américaine. T'attends de voir le rendu final, mais je trouve pas faux non plus. De celle-là, du coup, de la version américaine, tu voulais dire Dead Hunter? Oui, ok. Oui, après, je crois que c'est toi qui disais que des fois, il y a des effets de couverture. Genre, si c'est un peu en relief, si le rouge, il est un peu brillant et tout, ça peut être vraiment sympa une fois qu'on l'a dans les mains. Mais là, à plat, un peu comme JC Lattès, les nouvelles traductions qu'ils ont sorties, qui sont pas dingos, les versions reliées, qui sont pas dingos quand on voit ça, là. Ça, c'est pas beau. Et en fait, quand on l'a entre les mains, il est très très beau. Ça, c'est pas ouf. C'est pas, ça fait un peu fade, quoi. Et en fait, quand on l'a entre les mains, ce qu'on voit pas là, c'est, je sais pas si je vais voir les photos là, mais c'est que ça brille et c'est que c'est, vu que c'est une couverture rigide, ça fait, il y a un côté un peu tissu qui est hyper agréable. Mais je suis pas sur le bon profil là. Attendez, est-ce que je peux basculer? Ah là là. Bon, bah écoutez, tant pis. Le profil de Stephen King France. On va aller chercher. Est-ce que... Normalement, j'avais mis les photos du JC Lattès et ça va être sorti. Et là, voilà. En fait, on a le rendu comme ça, qui est la maquette, entre guillemets. Et on a le livre en lui-même, qui est quand même vraiment beau. Et que du coup, je préfère à Shining, parce que je trouve que les couleurs vont bien ensemble et que le brillant est vraiment très beau. C'est quand même autre chose que ça. Donc en effet, en fonction du rendu final, peut-être que ce sera chouette. Mais là, sur le papier, je préfère largement la version anglaise, mais parce que j'adore les couvertures anglaises, j'adore les couvertures colorées, comme si on regarde ce que fait Gellmeister avec sa collection Totem en France, on est complètement dans... Là, ça. On est complètement dans ce que... mais non, c'est pas beau. Dans ce que font les Anglais, en fait. Et j'adore, et moi, je peux acheter un livre juste par sa couverture. Ce que je fais pas, hein, mais je pourrais. Mais je l'ai pas fait encore. Voilà. Et dernière info, oui, puisqu'on parle de parution. Alors, attendez, je vais remettre cet écran-là, je vais vous montrer. J'ai enfin reçu le Cemetery Den 79. Qui m'a coûté une blinde, parce que lui, en soi, il coûte que 10$, mais je crois qu'il y avait genre 30$ de frais de port, parce que ça vient des États-Unis, et que j'ai payé à la poste, ils m'ont fait payer 10 balles de plus pour la douane, et j'ai fait, d'accord, ça a intérêt à avoir leur le coup, parce que tout ça, c'est quand même juste pour ceci, qui est The Extra Hour by Stephen King. Alors, François Vaillancourt, qui fait toujours des très belles illustrations, j'ai pas de retour, je vois pas, qui est une nouvelle inédite de King, qui paraîtra sans doute un jour dans un recueil, hein, donc j'ai mis plus de 50$. Alors c'est les frais de l'association, hein, ça me sert aussi à ça, pour lire une nouvelle de King qui fait 1, 2, 3, 4 pages, sachant que c'est des pages de magazine, donc il y a quand même beaucoup de texte. Je fais pas ça, voilà. Si je fais ça droit, on est mieux. Mais c'est quand même... c'est quand même cher payé pour une nouvelle de 5 pages et une interview d'une page... coucou Adèle. Hello, comment ça va? Attends, je note le hola, il est pas passé avec le bot. Avec 6 mois de... Oui, alors. On va pas refaire l'histoire, hein. J'ai largement craché sur Richard Kismar et ses méthodes au dernier live. Et encore 6 mois de retard. Moi, il y a toujours des choses que j'ai commandées avant le Covid que j'ai jamais reçues parce qu'elles n'ont jamais été faites au final. Du coup, The Extra Hour, moi j'ai bien aimé. Voilà. Après, c'est une nouvelle de 5 pages. Comment je pourrais vous en parler sans spoiler? En gros, The Extra Hour, en fait, ça veut dire l'heure supplémentaire, mais on n'est pas dans le milieu du travail, on est sur une des obsessions de King ces derniers temps, parce que c'est un truc qui revient pas mal dans Plus Noir que Noir. Son dernier recueil en anglais qui sort en français à la fin du mois, on en reparlera tout à l'heure. Ça parle de rêve. Ça parle de rêve, en fait, c'est un homme qui a des insomnies et il explique à son avocat, je crois que c'est à son avocat, que dans ses insomnies,
il dort que 3/4 d'heure par nuit. Et en fait, il se rend compte que quand il dort pas, il y a un moment donné où il y a ce qu'il appelle une heure supplémentaire, qui est une heure qui est pas une heure qui est définie par son réveil. C'est-à-dire que sur son réveil, il y a des et les esperluettes qui se mettent et en fait que du coup, pendant cette heure-là, il y a tout qui se fige, le temps s'arrête, il peut rien faire, il peut pas sortir et que il est à une espèce de truc entre la réalité et enfin entre les réalités, j'ai envie de vous dire. C'est un peu ça. C'est un concept dont il parlait dans je crois Le mauvais rêve de Danny Coughlin, qui est justement dans Plus noir que noir, où il dit que les rêves sont les moyens les plus efficaces de se rapprocher d'autres réalités. Et là, on est un peu là-dedans. Alors après, on est chez King, on a zéro explication de quoi que ce soit, mais du coup, on se retrouve quand même avec une histoire qui peut faire quand même pas mal cogiter les personnes qui vont aller un peu diguer du côté du lore de la tour sombre, potentiellement. Sachant qu'il se passe pas grand chose, on est juste sur un mystère à la King en fait. J'aime bien quand il écrit. Oui, elle est très cool. Elle est très cool et franchement, elle serait très bien allée dans le recueil. Donc j'espère qu'elle sortira en français. Mais elle est vraiment sympa. Sinon, ouais, elle fait assez peu de mots. Je pense qu'elle sera un jour intégrée à un recueil. Oula, pardon, ça serait dommage. Ou peut-être à un magazine, hein. On a des magazines en France qui commencent un peu à récupérer des droits de nouvelles de King et à les adapter. Et j'ai commencé à lire les autres. Il y a plusieurs nouvelles dedans, c'est ça qui est intéressant. Et je me dis, j'ai envie de me réchauffer à lire en anglais. Donc comme ça, je lis en anglais. Il y a d'autres nouvelles qui sont dedans. Et du coup, je les lis. C'est sympa. Voilà. Mais c'est très King. Hein. C'est un homme qui explique un mystère. Et voilà. Et le mystère reste mystérieux, on n'est pas là pour le résoudre, juste il y a des choses comme ça qui arrivent et qu'on n'explique pas. Voilà, je voulais vous montrer ça. Alors attendez, faut que je revienne sur le bon écran. Donc on est bon. Alors, côté adaptation, on a quand même quelque chose qui arrive ce mois-ci. C'est The Monkey, l'adaptation de la nouvelle Le Singe, qui sort dans 10 jours. En France, ça sort le 19 février. Il y a des avant-premières qui commencent à être annoncées dans plusieurs cinémas, donc je vous invite à aller voir dans les cinémas près de chez vous. Sans surprise, le film a été rated R aux États-Unis et on a eu ce que je connaissais pas, moi je savais pas qu'il y avait des Red Band trailers en fait qui sont des bandes annonces qui sont violentes exprès pour montrer l'intention du film. Quand c'est des films qui sont notamment rated R, il y a des bandes annonces qui sont faites pour montrer l'aspect gore et violent pour qu'on comprenne à quoi on s'attend, à quoi il faut s'attendre. Et du coup, je l'ai pas regardé encore, mais je peux passer des images. Je vais couper le son, sinon on va... Hop. Après, on le savait que Osgood Perkins, s'il voulait faire un truc... je crois Chucky rencontre les Goonies avec un côté un peu... c'est Grand Poil qui avait dit Grand Guignol, et je trouve toujours que le mot est bon. Et drôle et sanglant. Je pense qu'il y a vraiment moyen de beaucoup s'amuser, d'aller voir ça au cinéma. Je sais pas si on va avoir beaucoup peur, je sais pas si ça va beaucoup nous dégoûter ou pas, mais moi, il me fait très très envie. En vrai, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film comme ça. Pourquoi ça s'arrêtait? Et du coup, en vrai, ça va bien passer. Je la passe rapidement. Prochain podcast sur Steven sur la nouvelle et le film. En vrai, on pourrait, je crois que je leur en avais parlé. On pourrait parce que ça nous prendrait pas trop de temps. Laura Steven, on en reparle tout à l'heure, mais là, on est en plein dans le bazar. En tout cas, en termes de parution des épisodes. Le film a été bien accueilli par les critiques américains. Oui, et je pense que... en fait, ça j'avais vu, ça me fait délirer. Le mec, il va voir un striptease et la meuf, elle a le masque du singe, quoi. Et je sais pas dans quelle mesure elle est vraiment déguisée ou si lui est en train d'halluciner. Mais du coup, c'est assez rigolo et je trouve que ça donne bien le style du film et j'ai bien envie de voir ça. Oula, je pense que ça va être bien gore. J'avais pas vu ça. Et en fait, c'est très King, en fait. Ce truc un peu pas de filtre avec l'horreur et beaucoup de cynisme. On rigole, on a beaucoup d'humour noir. Le singe, il est vicieux, il est pervers. C'est King et c'est peut-être pas forcément l'intention de cette nouvelle-là à la base, mais c'est l'intention en tout cas de ce qu'il écrivait à l'époque. Et j'ai assez hâte de voir ça.
C'est le genre de film souvent mal distribué chez nous, même s'il y a de bons retours. Ouais, j'ai pas trop regardé autour de chez moi. Je leur ai écrit pour avoir... j'ai écrit à Métropolitane pour demander s'il y avait des avant-premières à Paris, notamment en presse, tant qu'à faire. Et ils m'ont dit, contactez notre agence de presse. Donc j'ai écrit à l'agence de presse et ils m'ont pas répondu. Ouais, la bande-annonce donne envie, ça a l'air... C'est ça, ça a l'air fun. Après, il faut juste graphiquement être bien accro. Moi je suis très sensible au body horror, je déteste ça. Et genre là, le délire de... C'est tout. Le gamin qui se fait écraser la tête par une boule de... Je sais pas, potentiellement... Sinon, c'est pas grave, je passe à la moitié de trucs comme ça, mais... Moi, dès que c'est graphique, c'est un peu compliqué. Mais après, je suis pas très film d'horreur, vous le savez. Hein, je suis déjà pas très film tout court. Ah, c'était après ça. Voilà, tous ces trucs-là, je pense que c'est un peu moins mon style. Oh là là, mais les enfants qui souffrent chez King. Ouais, voilà. Au pire, je vais le voir tôt le matin, et puis après, on n'en parle plus. Et je pense que ça me marque peut-être moins que... des films avec des fantômes, genre. Ah ouais, moi j'ai beaucoup de mal. Le body horror, c'est genre même à lire. J'ai lu Uzumaki de Junji Ito et je peux pas. Et j'ai lu, comment s'appelle l'autre qui a fait une collision accidentelle sur le chemin de l'école, le mangaka. C'était horrible. C'était vraiment là. Shintaro Kago, oh là là, c'est un mangaka incroyable hein, en termes d'horreur. J'ai vu, en plus, il y avait son éditeur à Angoulême le week-end dernier, je l'ai vu. Mais je lisais ça dans le métro en plus, et c'était d'une violence. Après, c'est beau, hein, il y a des trucs vraiment très très chouettes, et il y a des trucs plus ou moins violents. Mais genre, Junji Ito, il y a des trucs qui sont très limites pour moi, notamment les hommes escargots, c'est assez compliqué pour moi. Shintaro Kago, ouais, incroyable Kago. Ouais, c'est très très beau en plus. Je pense que non, voilà, moi ce qui va plus me gêner, c'est ces trucs-là. Je suis assez facilement dégoûtée en fait, mais parce que je suis très sensible graphiquement à certaines choses. Ça, c'est ok encore. Je pense que... Ah ouais, non, c'était... Mais parce que je pense que c'est... Parce que là, on est plus sur de l'œuvre d'art qu'un truc vraiment dégueulasse, mais... Junji Ito, les escargots, c'était pas possible, hein. Mais parce que j'ai un problème avec les escargots et les limaces, c'est le côté gluant. Non mais ça c'est l'enfer. Et c'est beau, hein, je suis d'accord, là, eux, ils m'ont dégoûté. C'était à lire, ça là, horrible. Je peux pas. Mais je pense que tout ce qui est modification corporelle, je peux pas. Quand j'étais gamine, les dessins animés type Looney Tunes, où quand ils se tapent sur la tête, ils ont une bosse qui commence à se dessiner là, je déteste ça. Ça me dégoûte, ça me trigger à fond. Je ne peux pas. Je ne peux pas, donc du coup, on est vraiment... C'est même pas du body horror à ce point-là. En plus, il y avait une espèce de truc, genre si c'était sur la tête d'un animal qui était poilu, la bosse, elle était toute rose parce que la bosse, elle était sans les poils. Et non, je peux pas, quoi. Je pourrais en faire des cauchemars juste de ça. Et après, on m'embête dans la 19e palabre parce que j'aime pas les gremlins, mais en fait, ça me dégoûte, quoi. C'est... Hop, voilà, on revient là, on est mieux là. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le singe à se dire? Oui, King, il l'a vu, il a dit que c'était complètement fou. En gros, il a adoré. Après, est-ce qu'on se fie encore? Je sais toujours pas, hein. Je me demande s'il est sous contrat quand il dit ça ou pas. Il y avait la petite touffe de poils en haut de la bosse. Ah non. Non, c'était horrible. Je pense que... Je vais dire, c'est pas mon plus gros trauma d'enfance, mais vraiment, je déteste ça. Ah. Voilà. Donc King, il a vu The Monkey, il a aimé. Oh, fifou. J'étais en train de parler de mes traumas d'enfance. Bienvenue tout le monde. Allô, bonjour. Comment ça va? C'était bien les fourmis? Attends, est-ce que je peux faire un shout-out à fifou? Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça marche trop bien. J'explique un petit peu, du coup, bonjour tout le monde, bienvenue. On se connaît parce qu'on se parle chez Fifou. On s'est parlé chez Fifou tout à l'heure, je vous ai abandonné pour venir ici.
En gros, j'ai un site d'actu qui s'appelle Stephen King France et parmi tous les petits contenus que je produis, une fois par mois, en général le premier dimanche du mois, mais j'ai pas pu le week-end dernier, on fait le récap de l'actu de King en janvier. Là, on a fait la partie tout ce qu'il a publié et tout. J'ai parlé de ce magazine-là que j'ai reçu en anglais, tout ça, machin. Là, on est sur la partie adaptation, où j'étais... parce qu'il y a The Monkey qui sort le 19 février en France, qui est l'adaptation de sa nouvelle Le Singe. On parlait un peu des traumas d'enfance et du problème que j'ai avec le body horror, et donc je montrais un peu Junji Ito et Shintaro Kago. Voilà. Et après, on jouera, et je pense qu'on va partir sur un simulateur de librairie... parce que j'ai vraiment le cerveau cramé. Merci encore Fifou pour le raid, c'est gentil. Merci Nibel pour le follow. Bienvenue. Mais Dickey, ça parlait presque des vers de terre, parce que j'expliquais que je pense que la naissance de ma haine du body horror, c'était les cartoons qu'on voyait quand on était petit, notamment tout ce qui était Looney Tunes et compagnie, quand les personnages ont une bosse et que la bosse, elle pousse là, comme ça, et qu'en plus, si c'est un personnage poilu de type animal, la bosse, elle pousse toute rose. Et voilà, ça me dégoûte. Je peux pas. Je déteste ça. J'aime pas les gremlins. J'aime pas. Ça me met très mal à l'aise. J'aime pas les singes. Rien à voir. Mais là, du coup, ça. Enfin, non, celui-là, ça va comme singe parce que c'est un singe joueur. On n'est pas dans l'anthropomorphisme. C'est ok. Connaissez-vous notre grande fourmilière Balocan? Ah, vous l'avez nommé. J'ai loupé ça. Une boîte à popcorn en forme de singe sera proposée dans les salles aux États-Unis. J'ai vu ça. Ouais. Oui, c'est très spécifique. Ben ouais, mais tu sais, les traumas et les petits triggers, c'est tout, c'est souvent ça. Et on salue mon père qui est dans le chat. Salut papa, t'es pas devant les motos GP. C'est bizarre ce live aujourd'hui. Après, ça fait pas de mal. Après la semaine qu'on a eue, n'est-ce pas? Oui, c'est très très spécifique, mais j'allais dire, je peux vous montrer, mais non, je veux pas vous montrer. Je veux pas du tout aller googler des images de boss. On va pas faire ça. On va continuer sur les adaptations parce que je crois que, oui, on se disait... King, en fait, il a dit qu'il a vu The Monkey, mais est-ce qu'on se fie encore vraiment à l'avis de King qui, 1, est très bon public, et ça, c'est ok. Moi aussi, je suis très bon public. 2, est potentiellement sous contrat, et a déjà aimé des choses où il a dit plus tard que, en fait, non, c'était vraiment pas très bon, et on va pas parler du Torsum Gate maintenant, mais voilà. D'après le nom du groupe du même nom... Connaissez-vous notre grande famille? Oui, certainement, oui. Ah bah Dead Hunter, oui, en termes de musique, je te conseille d'aller suivre Fifou, mais je crois que tu suis déjà Bart aussi. Non, qui suit Bart aussi? Je crois que c'est Flags. Ah, maintenant c'est le Touquet, bah oui, mais de la moto tous les week-ends. Oui, parce que Fifou était sur l'Empire des Fourmis. Enfin, sur Fourmis, du coup, mais je crois que c'était The Empire of Ants en anglais, qui est le jeu adapté du livre, de la trilogie d'ailleurs, je suis pas allée vérifier l'info quand j'en ai parlé tout à l'heure, de Bernard Weber. Je crois que c'est une trilogie, moi j'ai lu que le 1, mais je suis pas très fan du style de Werber, la trilogie des fourmis. C'est ça. J'ai lu que le 1, et c'est grâce à Werber que j'ai découvert que le livre de poche fait aussi du jaspage. Genre des toutes petites éditions reliées comme ça. Cartonné, tout ça. Et le jaspage, en fait, c'est cette décoration qu'il y a sur la tranche, qu'on commence à avoir sur certaines éditions de King. Oui, c'est basé sur ce livre. Je pense que t'étais pas encore arrivé chez Fifou quand il en a parlé, Nibel. Oui, c'est joli. J'aime bien des petits livres de poche parce que j'ai plus de place, moi, dans mes bibliothèques, les gars. Arrêtez de sortir des grosses éditions de King. Merci, Dickey. Bon appétit. Enfin, bonne cuisine, déjà. Je sais plus pourquoi j'avais pas accroché, en vrai. Je l'ai lu il y a longtemps, hein. Le premier, je me suis dit, ouais, ok, ça me suffit. Et j'ai jamais eu envie d'y revenir. Attends, qu'est-ce que j'ai lu de Werber? Les Thanatonautes, c'était pas lui? Si, les Thanatonautes, très bien. Je crois qu'il y a une suite que j'ai pas lue, mais les Thanatonautes. Ça, par contre, quand on se questionne sur la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il y a vraiment... est-ce qu'on peut voir des choses? Est-ce qu'il y a vraiment un passage vers quelque part? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, l'Empire des Anges, c'est la suite, c'est ça? Ah, une BD, les Thanatonautes, peut-être. Ah oui. Oula, ça c'est pas mon... Pardon, c'est pas mon style de BD. Ouais, on est sur Amazon, désolé. C'est étonnant, ce style. Ça date de quand?
Ah oui, non, mais Dead Hunter, tu vas pas nous faire une grand poil. Non, non, non. Non, 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 c'est bon, ça suffit. Oui, oui, alors c'est un livre, et puis après, il y en a 2, et après, il y a 6 tomes aussi, et puis bon, c'est bien de compléter par le cycle de 12 livres. Non, non. Non, non, j'ai commencé cette nuit du Joe Abercrombie. Pourquoi j'arrive pas à le dire? Abercrombie? C'est ça. Oui, mais du coup, c'est Joe, c'est l'auteur, pas le gars qui fait des vêtements. J'ai commencé du Abercrombie cette nuit. Je pense que je suis partie pour 3 fois 800 pages, sachant que j'ai... comment ça s'appelle? Le truc d'Ada Palmer qui m'attend, là. Là, lui, qui m'attend, et qui, pareil, c'est 3 fois 800 pages. Non. Ça donne quoi, le Abercrombie? Bah écoute, j'ai lu 30 pages, je pense. À 2h du matin, fatiguée de pas dormir, j'ai ouvert. J'ai lu 15 pages, j'ai refermé, j'ai rouvert 1 heure après. J'ai lu 15 pages, j'ai refermé, je me suis endormie. So far, c'est ok, mais c'est vraiment... je suis tout au début, donc c'est difficile à dire. Par contre, ne lisez pas. Pardon, on digresse complètement, mais moi, si vous me faites parler de livres, je peux parler des heures. Ne lisez pas Utopia. Parce que j'ai lu 430 pages avant d'abandonner et j'étais même pas à la moitié. Voilà. Je me suis ennuyée. Et c'est dommage, c'est une utopie, je voulais lire des trucs gentils et positifs, mais voilà. Oui, il faut attendre un peu pour le Abercrombie. Après, je suis assez confiante. Je le lis avec mon club de lecture et j'ai assez confiance en leur goût, en la matière, en l'occurrence. Et au pire, c'est que 3 tomes. Mais je me dis, après, je suis dans ce dans ce club de lecture là pour lire de la fantasy aussi. Donc il faut que je me sorte les doigts du cul. J'ai trop envie de lire en ce moment, mais je suis sur des essais. Mais pourquoi Danger? Si t'as trop envie de lire et que t'arrives à lire, franchement, les essais, c'est très bien. Tu lis quoi, d'ailleurs? Non, Claude est pas là. Non, Claude est pas là. Claude est en train de lire l'essai de... comment elle s'appelle? Olité sur Buffy, là, que j'ai lu. C'est ça. Claude est en train de lire ça en ce moment. Marion Olité. Moi, je lis 3 trucs. Hein. Je lis La Tour Sombre, toujours pour le podcast. Là, le magazine en anglais, là, avec des nouvelles d'horreur en anglais. J'ai pas de retour, donc je sais pas du tout ce que je suis en train de vous montrer. Ça. Et du coup, le Abercrombie que j'ai commencé cette nuit. Oh, Mona Chollet. J'en suis revenue, moi, de Mona Chollet. Genre, étonnamment, oui et non, mais je pense que peut-être que tu seras un peu comme moi là-dessus, en mode... en fait, je pense qu'on est plus dans sa cible à Mona Chollet. Ah, Danito, je bois. Oh, Virginia Woolf, j'en ai jamais lu, il faut que j'en lise. Mais apparemment, très bon choix. Et Bell Hooks aussi, j'ai jamais lu. Dans les grandes autrices féministes à pas louper. J'ai vu que Margaret Atwood a écrit des nouvelles aussi. Et je suis plutôt pas mal intéressée, parce que bon, Margaret Atwood, rappelons-le, La Servante écarlate. J'ai pas lu la suite, mais ça peut être pas mal. Voilà. Du coup, on était où? Oui, Running Man. On a un nouveau nom à Running Man, et ça n'arrête pas. Et je me dis, en fait, ça commence presque à puer qu'il y ait autant de noms, de gros noms au casting de ce film-là, parce que j'ai peur que ça repose un peu que là-dessus. On a Colman Domingo qui vient de rejoindre le casting, et qui joue l'animateur du jeu télé, dont j'ai plus le nom en tête, que tu auras peut-être Dead Hunter. Et oui, Virginia Woolf, c'est celle qui a fait Une chambre à soi. Hein. On est d'accord? Margaret Atwood, ou que je vois si mon libraire peut me les prendre en VO. Oui, et ben justement, hier on me disait Margaret Atwood, j'ai vu... Enfin, la personne qui m'a fait lire La Servante écarlate m'a dit, j'ai vu, elle a écrit des nouvelles, et j'ai senti bien le truc de, tu veux pas les lire pour me dire si c'est bien? Et j'ai dit, ok, mais par contre, tu m'achètes le livre en anglais, et ok. C'est des nouvelles, donc ça va, c'est facile. Putain, oui, ok, d'accord. Bon, bah si vous êtes deux... Adèle, en plus, tu le sais que tu fais partie des gens, si tu dis que t'aimes bien un livre, ça le fait monter dans ma pile à lire. Je le note. Je suis pas sûre, là, tant que je suis dans le jury du livre de poche, de lire beaucoup de choses que je choisis, mais après, je pense que c'est pas très long, non? J'espère que les personnes qui sont sur le replay YouTube qui va sortir demain matin sont intéressées par tout ça. Après, vu qu'il y a beaucoup de garçons qui me suivent sur YouTube, je vous invite à lire des autrices féministes.
On est sur combien de pages? Bon, à 216 pages. C'est réciproque, mais oui, je sais. On se pourrit nos piles à lire. Oui, il est pas très long. Ok, cool. On va très bien. Je le lirai un jour. Je l'ai noté. Voilà. En général, quand ça finit sur un bout de papier, c'est que c'est vraiment tout en haut de mes piles. Ça m'apprendra, là, avec Utopia. C'est un truc que personne m'a recommandé. Et du coup, je l'ai pas aimé. Et adaptation, pardon, on continue. Ce matin, devant le live de Fifou, d'ailleurs, qui est peut-être toujours là, et même si elle est plus là, maintenant que ça s'est un peu calmé, on peut refaire. Est-ce que... Ouais. C'est quoi ça? Ah oui. On a appris que la nouvelle... C'est bien, j'aime bien prononcer ce nom-là. Danny Coughlin's Bad Dream, le mauvais rêve de Danny Coughlin, va être adapté en film, avec une histoire un peu chelou autour de cette adaptation, qui va être signée James Ashcroft. En fait, King lui a cédé les droits pour $1. Alors, avant, il faisait ça dans le cadre des Dollar Baby, mais les Dollar Baby se sont arrêtés en décembre 2023. En fait, James Ashcroft a écrit à King en disant « J'adore ce que vous faites et j'adorerais pouvoir un jour adapter une de vos histoires. » Et King a dit « mais j'ai adoré The Role of Jenny Penn, qui est le film pour lequel James Ashcroft est connu. Si tu veux, j'ai cette nouvelle-là, elle pourrait te plaire. Et je te cède les droits pour $1. » Ok. On en est là du projet en gros, ça veut pas dire que ça va se faire. C'est pas un Dollar Baby, ça c'est sûr, parce que de toute façon le programme s'est arrêté. Et les Dollar Baby, c'est pour C'était, du coup, pour des prétendants réalisateurs, scénaristes, réalisatrices, tout ça. Et James Ashcroft, il a dépassé ce stade-là depuis longtemps. Juste King, je pense qu'il est à un stade vraiment de plus en plus, il s'en fout. Il a vu un gars qu'il aime bien, il a envie de lui confier son histoire. Il n'est pas là pour la thune. Certainement pas sur les options, surtout qu'il a des options dans tous les sens. Et donc du coup, il lui a filé les droits du mauvais rêve de Danny Coughlin. Ouais. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la nouvelle The Extra Hour sur la petite obsession de King en ce moment pour tout ce qui est les rêves et ce qui signifie. Cette histoire-là, elle rejoint en vrai deux des obsessions de King. Un, les histoires un peu thriller, policières, enquête, tout ça, parce que c'est complètement un thriller un peu à la Holly quand même. Et deux, tout le questionnement qu'il est en train d'amener dans son multivers sur ce que sont les rêves, où il nous emmène. Est-ce que c'est pas une porte vers d'autres réalités? Est-ce que c'est pas une... Enfin, je vais pas spoiler la tour sombre, mais on est un peu dans des concepts qui sont proches de ce qu'on développe dans la tour sombre. Et l'histoire de cette nouvelle, c'est un homme qui a une nuit rêve qu'une femme est enterrée près d'une station-service. En fait, il est obsédé par ce rêve qui lui semble beaucoup trop réel. Il décide d'aller voir près de la station-service si il y a vraiment quelque chose. Et j'en dis pas plus, on va pas spoiler, c'est une nouvelle, ça sert à rien de spoiler. J'avais publié sur la chaîne YouTube un avis. Ah, c'est moi, c'est Matrone, vous la connaissez. Bonjour. Et en fait, normalement, ici, vous avez à 10 minutes 31, parce que j'ai tout timé, on est bon, mon résumé de la nouvelle et ce que j'en ai pensé. Mais le résumé sans spoil ici, c'est ce que je vous ai dit. Est-ce qu'un rêve qui est peut-être un vrai rêve ou un faux rêve, et ce qui en découle. Et je l'ai beaucoup aimé, mais parce que j'ai vraiment, avec du recul, ce recueil, il y a des histoires dedans qui sont super. Et je rappelle qu'il sort en français là, à la fin du mois. On en reparle tout à l'heure dans la partie agenda. Mais il arrive très très bientôt en français. Et il va être assez fatos. J'ai écrit à Albin Michel tout à l'heure. Donc Albin Michel va pas tarder. L'idée, c'est d'essayer de faire un concours, comme on a fait, comme on fait à chaque fois, en fait. Et voilà, parce qu'il sort 26 février, je crois. C'est où? Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Là, 26 février. C'est ça. Où est mon conducteur? Oui, alors parmi ces histoires d'adaptation chelou, on avait cette histoire de The Weeknd, il veut faire un remake de Misery avec Jenna Ortega. Alors il y a eu des infos là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas vraiment... Alors c'est... Le remake de Misery, c'est dans l'idée où il a été inspiré par l'histoire. Mais il n'est pas en train de réadapter l'histoire ni de refaire le film. Et en fait, on a eu le trailer du film
qui se veut être inspiré de Misery, mais vraiment, alors vraiment à la marge, hein. Très très à la marge. Si je vous le montre, c'est parce que on en avait parlé en janvier de l'année dernière, je crois. Ouais, c'est ça. Et que du coup, on arrive à la fin du projet, et enfin, il fallait bien qu'on arrive sur l'aboutissement de quelque chose à un moment donné. Et en gros, je pense que les seuls liens qu'il y a avec Misery, c'est qu'elle semble... C'est une femme qui est hyper fan d'un chanteur. Donc Jenna Ortega est super fan de The Weeknd. Et elle a l'air de l'avoir séquestré à un moment donné. Genre là, voilà. Et je pense que c'est là où il a eu l'inspiration de Misery, qui est assez évidente. Est-ce que c'est le premier? En fait, c'est comme quand Mon Petit Râne est sorti, tout le monde s'est dit « Ah, mais c'est comme Misery de King ». Oui, parce qu'une fan qui séquestre la personne qu'elle admire, ça fait forcément penser à une Misery. Après, c'est pas forcément une adaptation, mais lui, The Weeknd, en tout cas, il avait dit qu'il avait cette idée-là qui était inspirée directement de King, c'était assumé, donc il fallait bien que je vous boucle la boucle en vous partageant le trailer. Qui est sorti, et on n'a pas de date de... Si, sorti au Royaume-Uni le 16 mai prochain. Et côté série... Touk touk. Et coucou, c'est Fyriel. Ça fait longtemps que t'es pas venu ici, dis donc. Comment ça va? On est toujours sur les adaptations de King. Côté série, Welcome to Derry. Je rappelle, série préquelle à ça. Série préquelle au film ça, de 2017 et 2019. Par Andrés et Barbara Muschietti, qui sont ceux qui ont fait les films de 2017 et 2019. Non, c'est pas Andrés Muschietti qui était en interview là, c'était... Mais si, Andrés Muschietti. Il a apporté des précisions à Welcome to Derry. Diffusion de la première saison, je le rappelle, sur HBO en septembre. À partir de septembre, comme ça on l'a juste pile poil pour Halloween, je pense. Lui, son projet, c'est de faire en 3 saisons. Et les 3 saisons, elles reviennent à chaque fois 27 ans en arrière. On a 27 ans, dans le lore de King, c'est le temps d'hibernation de ça. J'aime pas trop hibernation parce qu'en fait, on sait qu'il est plus à Derry. On n'est pas sûr qu'il hiberne. Ça se trouve, il va juste, dans d'autres réalités, bouffer d'autres enfants ailleurs. Ou même pas forcément des enfants, peut-être qu'il va faire autre chose. En tout cas, Derry, il est là tous les 27 ans. La série qui arrive en septembre, la première saison, elle se passe 27 ans avant les événements de ça, chapitre 1. Et donc du coup, son idée, c'est la saison 2 de 27 ans avant la saison 1, et la saison 3, 27 ans avant la saison 2. Donc de revenir très loin, je pense qu'il y a de quoi faire, sachant que la saison 1, on est en pleine ségrégation, on va à fond explorer toute la partie du roman que Mike Hanlon découvre quand il est adulte et quand il est bibliothécaire sur le Black Spot qui a été incendié par des groupes d'extrême droite parce que c'était des populations noires et des populations homosexuelles. On est en plein dans cette partie-là. Pour ça, je pense que ça va être très bien. Moi, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. On avait eu des images... Franchement, on a des images un peu... En fait, ce qu'on n'a pas et ce qu'on a peur, c'est un peu... Le retour de Bill Skarsgård qui revient, c'est sûr, qui reprend Gripsou, c'est sûr. Lui, il a déjà dit plusieurs fois que... En fait, au début, on savait qu'il serait là, mais on savait pas forcément dans quel rôle. Parce que Bill Skarsgård, il peut très bien faire une autre version de ça. Ça, en fait, sa version clown, c'est une version qui... Il est clown parce qu'il veut faire peur aux enfants et que pour lui, les clowns, ça fait peur aux enfants. Et ça les attire en même temps. C'est un peu cette dualité-là qu'il y a chez les clowns. Et en fait, si on retourne 3 fois 27 ans en arrière, peut-être que les clowns à l'époque ça n'existait pas ou que ça n'avait pas la même influence auprès des enfants. Et donc peut-être que juste il prend une autre forme de la même façon que il peut prendre la forme d'un lépreux, que dans le roman c'est des oiseaux aussi, parce qu'il y en a un qui a peur des oiseaux, ça peut être tout ça. Et donc du coup on savait qu'il revenait, pas forcément sous la forme d'un clown. Mais après, je rappelle aussi qu'il y a à peu près 1 milliard de figurines du clown qui existent et que c'est très très lucratif pour les Muschietti et que c'est aussi pour ça que du coup ils font Welcome to Derry, sachant qu'en plus ils explorent à fond la partie clown en remettant un ballon dans le Welcome to Derry pour faire le haut de Welcome. Donc ça aurait été assez étonnant qu'ils ne reviennent pas en tant que clown, mais on ne sait jamais. Et il a confirmé qu'il se remettait dans le rôle de Gripsou. Après, peut-être que du coup, c'est l'occasion de lui trouver un nouveau costume, parce qu'il va évoluer avec le temps. Donc s'il est 27 ans en arrière, il n'a peut-être pas tout à fait le même costume, c'est pas les mêmes codes, tout ça. Ça, on verra. Il a aussi dit, Bill Skarsgård, qu'il était plus violent et avec moins de limites que dans les films. Ce qui est... Moi, je trouve que pour le public pour lequel les films ont été faits, c'était déjà pas mal violent. J'aime vraiment beaucoup le premier
Et le premier, on est quand même la scène d'ouverture sur... Enfin, je sais pas si on l'a là, mais... Ah, c'est moi. Si je mélange... Moi, je l'ai vu au ciné en avant-première. La scène d'ouverture de 2017 avec Georgie qui se fait arracher le bras et qui hurle dans un bain de sang en train d'essayer de s'échapper. Ça là. Ça là. Je trouve que c'est quand même déjà vachement hardcore. Donc si on essaye de faire plus violent que ça... En fait, l'avantage de la télé, et c'est lui qui le disait, ou c'est King qui le disait, je sais plus, l'avantage de faire un format série, que ce soit télé ou streaming, c'est qu'on peut se permettre plus de choses, parce qu'on aura moins de restrictions. En fait, il y a ce truc des films qui ont un temps de vie un peu plus court que des séries qui sont en accès illimité sur des plateformes, et où on peut toujours se permettre plus de choses, et c'est pour ça que King, il a toujours aimé faire des téléfilms, parce qu'il avait toujours l'impression de pouvoir se permettre plus de choses qu'avec les films. Au cinéma, en tout cas. Et donc j'ai assez hâte de voir ça. J'espère que Andrés Muschietti s'est un peu calmé sur le côté je fous du gripsou dans tous les sens parce que j'ai des produits dérivés à vendre. Ouais, en fait, l'histoire est intéressante, l'angle est intéressant. Ce qui est cool, c'est que le point de départ, c'est des choses qui sont dans le roman, et ça, c'est intéressant. Donc après qu'on rajoute du lore, c'est ok, moi ça me va. Juste, il faut qu'on ait au moins l'impression qu'il fait ça pour l'histoire et pas pour la thune. Et ça, je suis pas sûre. Ça, on verra, du coup. Et en parlant de quelqu'un qui adapte King, Flanagan, il avance sur cette histoire d'adaptation de Carrie. Je rappelle, il veut faire Carrie en 8 épisodes pour Amazon. Il a eu King en lui disant « Mais si, mais imagine... Carrie de nos jours avec les réseaux sociaux et devoir passer un détecteur de métaux pour rentrer au lycée, tout ça. » Et King, il a dit « Ouais, ok, bonne idée, fais-le. » Ça avance parce que on sait que le tournage débute en juin à Vancouver. Donc on a une date de tournage, à peu près, dans 4 mois. On n'a pas encore de casting, mais en tout cas, le projet semble bien sur les rails. Ouais, une histoire de thune, mais une histoire, ouais. Ouais. Et du coup, je sais pas... Moi, Flanagan, déjà, j'attends de voir la vie de Chuck. Et après, on en reparlera. En vrai, Carrie, Carrie le fera très bien. Genre, son Dr. Sleep était parfait, donc il fera Carrie très bien. On rappelle qu'il a quand même toujours la tour sombre dans les tuyaux, donc il serait peut-être temps de s'y mettre. Enfin, oui, non, bah non. Qu'il prenne son temps et qu'il prenne l'argent qu'il faut pour, mais voilà. Sinon, on arrive à la partie bazar, après c'est l'agenda, après on joue. Oui, la vidéo de Chuck, c'est mai. C'est le mois de mai. Et je crois qu'on a encore le décalage mercredi en France et vendredi... Si on n'a pas de date précise, je ne l'ai pas mis dans l'agenda. Ah, mais si, mais là. Alors, 28 mai. Ça va être chouette. Ça va être vraiment très bien. Ça a l'air en tout cas. Hein, ça a vraiment eu des critiques assez dithyrambiques. Tant qu'on parle toujours des adaptations, si vous êtes à Lyon ou proche de Lyon, l'Institut Lumière fait une grosse rétrospective des adaptations de King jusqu'au 3 avril. Avec un programme assez chargé et assez alléchant. Moi, je vous cache pas que revoir Les Évadés au cinéma, ça me ferait bien plaisir, mais je vais pas aller à Lyon pour ça. Moi, je me dis, s'il y a un avantage, si on pourra tirer des avantages à la mort de King quand il mourra, c'est bien que du coup, ils vont nous remettre du King dans toutes les salles de cinéma. Et peut-être que je pourrais revoir Les Évadés au ciné. J'avais vu, je pense, tout au début où j'étais à Paris, donc il y a... plus de 15 ans, ils avaient fait une soirée King un des cinémas qui était encore sur les champs, vers le Publicis, là. Et on avait vu Christine et quoi? Et Carrie, je crois. Et c'était trop... Christine sur grand écran, il claque sa mère quand même. Salut Adèle, merci d'être passée.
Oui, profite du soleil. Moi, j'ai fermé mes volets. Je crois qu'il faisait beau quand j'ai fermé mes volets. Mais tant pis, on peut pas être une geek et profiter du soleil. Profite bien, bon dimanche. Merci d'être passé. Bisous. Et j'ai noté une chambre à soi. Je te dirai. Voilà, donc Institut Lumière rétrospective King jusqu'au 3 avril, il y a de quoi faire. Côté podcast, comme d'habitude, on a sorti l'épisode 25 de la 19e Palabre, le podcast sur la Tour Sombre. On en est toujours à Magie et Cristal, le tome 4 du cycle. On avance enfin dans la préparation. Là, c'était pas cet épisode-là, c'est pas celui où il se passe le plus de choses, honnêtement. Et le 26 qui est, j'allais dire, en cours de montage, non, pas du tout. Dans le montage, devrait essayer de débuter ces prochains jours. Mais on avance avec Grand Poil et Zéphiriel ici présents. Est-ce que Grand Poil est là? Il était là tout à l'heure, je crois. Est-ce que Grand Poil... Non, Grand Poil n'est pas là. Voilà. Côté podcast, il y a aussi... J'en ai pas parlé encore, j'attends que les 3 épisodes sortent. Mais je crois que je vous en ai parlé la dernière fois. Je sais plus. Le roi Steven. On a 3 épisodes consacrés à Bazar qui sortent. Et le premier est sorti le 23 janvier, donc non, j'en ai pas parlé la dernière fois. Et on a un invité spécial qui est présent ici, c'est Zéphiriel, du coup, où on parle... là, premier épisode, on fait que du résumé. Le 2e épisode, on terminera le résumé. Et le 3e épisode, quand il sortira, enfin la 3e partie, on sera sur toutes les chroniques qu'on fait habituellement. Donc lien avec l'univers de King, adaptation et tout, il y a beaucoup de choses à dire. King a lu le scénario de la Tour Sombre, on a dit beaucoup de bien. Oui, mais en fait ça c'est l'interview. En tout début de live, je montrais ceci. Sa participation au Kingcast, là. Attends, je l'ai mis où? Là. Ips. Où du coup, en effet, il l'a lu et il a dit que c'était parfait. Là, j'ai vu des scénarios et des pitchs, et il commence là où il faut, et les rythmes sont parfaits, c'est juste parfait. Ah, c'est marrant, parce que du coup, j'ai vu de propositions, il faut commencer. Du coup, tu as pris... Non, ce que je me disais, t'es allé sur le site pour prendre la traduction que j'en ai faite, mais non, parce que moi j'ai mis c'est juste parfait, et toi t'as mis ils sont juste parfaits, rigolo. J'ai pas vu qui d'autre avait parlé en France de ce qu'il a dit dans le Kingcast. Il a dit beaucoup de choses, hein. On en a parlé en tout début de live. Il a dit beaucoup de choses. Sur la Tour Sombre, oui, en effet, l'adaptation, où il trouve que c'est parfait. Mais après, il est bon public. Bon, j'espère qu'il sera difficile avec la Tour Sombre, on verra bien. J'ai assez confiance en Mike Flanagan là-dessus. Et sur le fait que il place Talisman 3 directement dans la Tour Sombre. Enfin, dans la Tour Sombre, dans l'univers de la Tour Sombre. Ce qui est à peine étonnant quand on lit ce qu'il fait ces derniers temps. Point intéressant, la semaine prochaine, je crois que c'est la semaine prochaine pour les abonnés, moi je reçois ceci, non, et si, tu vas lire, si t'as pas le choix, Zef, tu sais que tu vas finir par lire tous les Kings, donc tu n'as pas le choix. T'as déjà lu Talisman, hein, le plus dur, non, parce que je crois que Talisman était mieux que Territoire, mais est-ce que t'as lu, pas envie d'être puni. Attends, est-ce que t'as lu le tome 3 de Gwendy? Moi, j'ai préféré Talisman à Territoire, mais Talisman, c'est le tome 1. Sinon... Rokirama. Ils sont très gentils, Rokirama, et c'est pas la première fois. Ils me répondent toujours... Déjà, quand je les tag, ils me retweetent tout ça. Ils me repostent et ils me répondent toujours quand je leur écris. Et donc, du coup, j'ai eu quelqu'un la semaine dernière qui va m'envoyer un exemplaire du Rokirama spécial King, ou en tout cas adaptation de King, qui arrive bientôt, la semaine prochaine. Et surtout, qui va faire un concours. Donc, si vous voulez l'acheter, si vous n'êtes pas abonné que vous voulez l'acheter, attendez, parce que je vais avoir un exemplaire à faire gagner. Je rappelle que les concours maintenant, sur Instagram, parce que le cœur du sujet pour tout ce qui est, quand on parle de livres, c'est quand même Instagram, ça je peux pas trop y couper. Plus de concours sur Facebook ni sur Twitter. Et tu l'as commandé? Oui, mais parce que oui. Mais parce que c'est toi. Et sur Blue Sky. Normalement, a priori, 4 exemplaires à vous faire gagner la semaine prochaine. Je vous dirai ça. Là, la petite alternante est trop gentille, elle m'a pas encore répondu, mais je pense qu'elle me répondra la semaine prochaine. Donc, concours à venir, Rokirama et Albin Michel.
Et je rappelle Rokirama, ils sont très, très quali dans ce qu'ils font. J'en parlais avec un collègue qui est très branché cinéma, il m'a dit: «Oh, tu vu, Rokirama, ils font hors série». Je suis: «Bien sûr que je l'ai vu, ça fait 3 mois que j'en parle sur le site». «Évidemment, tu crois quoi? J'ai des alertes partout». Et je parlais avec lui, moi je suis très mauvais public pour tout ce qui est parution autour de King parce que, j'ai toujours envie de ramener ma fraise en fait, de me dire: «Bah, moi j'aurais pas présenté ça comme ça, moi j'aurais dit ça, bon bah ça c'est un peu approximatif et puis ça, on sait que non et ça c'est pas sourcé» et voilà. Rokirama, c'est un peu comme Bifrost, c'est, de la qualité, c'est des personnes derrière qui écrivent, à qui on a donné les moyens, à qui on a laissé le temps d'écrire. Surtout que là maintenant Rokirama, ils ont un modèle économique qui fait que, bah, en fait, s'ils peuvent pas sortir un truc qui est carré, ils le sortent pas. Hem et du coup, là, un hors-série sur ces adaptations, moi je me dis: «Purée, genre des livres et des magazines sur ces adaptations, il y en a 8 milliards» et en fait, je pense que ça va être quand même intéressant parce qu'ils ont pas mal teasé sur leur Instagram. Il y a notamment des extraits de pages et ça a l'air vraiment pas mal et on peut leur faire confiance là-dessus. Je sais plus, je crois que c'est 20 balles, un truc comme ça. 16,50, ça les vaut largement. Ça les vaut largement. Ici, on a un petit sommaire, donc le truc est assez costaud. Et moi, je suis très d'accord avec ce titre pour Les Évadés, numéro 1 pour toujours. C'est archi validé, évidemment. Et du coup, alors attendez. J'ai un truc normalement. Je suis là. Ah non, c'est Mademoiselle. Mais non, en fait, je croyais qu'ils avaient fait. Je crois que tout le monde a vu mon pantalon de pyjama. Je crois qu'ils avaient fait un condensé de tout ce qu'ils avaient déjà traité des adaptations de King. En fait, c'est pas Rokirama, c'était Bad Movies que j'ai là. Donc c'est cool. C'est cool et alors je l'ai pas encore du coup parce que il l'avait pas en avance, mais sans l'avoir lu, juste en connaissant leur travail, je vous le recommande. Julien d'appeler, il a dit non, c'est Stand By Me. Bah non, bah Julien, il avait qu'à être là. Au lieu de courir un trail dans le Jura toute la nuit, là. Et oui, et donc, sur cette dernière partie de Bazar, David Lynch est décédé. Et King lui a rendu hommage. Il en a reparlé dans l'interview du Kingcast que je vous ai traduit sur... C'est dans l'interview du Kingcast qu'il en a parlé. Est-ce qu'il a eu le temps ? 17 janvier, oui, c'est ça. Parce qu'il l'a connu, en fait, ils se sont croisés. En fait, c'est pour ça qu'il parlait de Maximum Overdrive. Ils se sont croisés sur le tournage au moment de Maximum Overdrive. Il y en a un qui était un tournage sur un truc et l'autre sur autre chose. Et du coup, il lui a demandé des conseils pour réaliser Maximum Overdrive. Bon, bah voilà, le film est ce qu'il est, mais... Et du coup, il a tweeté en disant que forcément il était triste de son décès. Il le fait beaucoup pour les grandes personnalités, notamment quand c'est des gens avec qui il a déjà eu la chance d'échanger. Et il en a reparlé dans l'interview que je vous montrais tout à l'heure. Sinon, avant de passer à la partie agenda et d'aller jouer, je vous rappelle qu'il y a une newsletter. En fait, je me posais la question tout à l'heure. C'est quand même pas très pratique cette histoire de newsletter sur Tipeee. L'avantage, c'est... Je rappelle tout ce que j'ai montré, l'outil qui m'a permis de traduire, de retranscrire et traduire rapidement l'épisode du Kingcast et de pas y passer 8 jours. Et ça a pris quand même du temps, mais beaucoup moins que si je l'avais fait à la mano. Et le magazine, pour vous parler de la nouvelle, ce genre de choses, c'est grâce aux dons que vous faites sur Tipeee. Et en fait, maintenant, il y a la newsletter sur Tipeee, qui est là, et qui est accessible à partir de 1€. Mais c'est pas vraiment comme une vraie newsletter. En gros, vous recevez un email qui vous dit « il y a une nouvelle news qui a été publiée sur le Tipeee de Stephen King France, va lire ». Ce qui est OK en soi. Je vous invite quand même à vous abonner. En plus, j'ai des goodies, j'ai quand même des super goodies. Voilà. Et je regardais tout à l'heure, et je suis assez preneuse de votre avis, soit là, soit pour le replay YouTube qui sera en ligne demain, sur la création d'un Substack, parce que je sais qu'il y a beaucoup de newsletters qui sont sur Substack, et où il y aura peut-être un côté un peu plus pratique, où vous recevez directement la newsletter dans votre boîte mail, que je ferai en plus du Tipeee, c'est pas, ça va pas venir se substituer, mais
peut-être un Substack. Voilà, si vous avez des expériences positives. Moi, je suis abonnée à des newsletters de personnes qui sont sur Substack. Après, il ne faut pas que ça se transforme en deuxième plateforme de blog parce que j'ai déjà un site à tenir. Je ne peux pas tenir un deuxième truc. Mais si vous pensez que ce serait plus facile pour vous, du coup, de donner des sous en échange de contenu sur Substack, sachant qu'il y aurait juste cette newsletter mensuelle qui serait dessus parce que j'ai pas envie de faire trop de contenu payant non plus. Voilà, dites-moi. Après, je suis pas sûre que ce soit encore très connu en France en réalité. Je pense que c'est un peu confidentiel et j'ai créé le compte mais j'ai pas creusé le sujet de comment j'envoie des newsletters pour 1 euro par mois parce qu'ils avaient l'air de vouloir que ce soit forcément 5 euros par mois et j'ai dit mais en fait la newsletter elle est cool mais elle vaut pas 5 euros. Je peux vous la montrer, hein, celle qui est partie lundi du coup. Si je peux me connecter. Bah non, mais du coup, je peux pas me connecter ici. Tant pis. Vous la verrez pas. Voilà. Et du coup, la partie agenda. Le live Twitch, c'est aujourd'hui. J'ai juste regardé qu'est-ce qu'on a qui est sorti. Non, je vous ai montré Sophie, je vous rappelle. Hein, je vous dis, hein, dès que ça paraît en français, The Extra Hour. Voilà. C'était très cool. Je continue la suite. Rokirama, qui sort la semaine prochaine, le hors-série spéciale adaptation de Stephen King, on en a parlé. The Monkey, l'adaptation du singe dans les salles françaises, c'est le 19 février, c'est 2 jours avant la sortie américaine, parce que eux, ils ont des sorties le mercredi et le vendredi. Donc quand ça sort le vendredi aux États-Unis, ça sort le mercredi qui précède chez nous. Donc on l'a avant eux, ça arrive souvent. Et on a aussi le Blu-ray DVD 4K de Graveyard Shift qui sort chez Kino Lorber. C'est en anglais, donc c'est intéressant pour les bonus si l'histoire vous intéresse. Je sais que moi je l'ai en VF et je pense pas que j'ai déjà regardé. Je pense que j'attends surtout qu'on le fasse avec le roi Steven. Et surtout, et on en reparle le mois prochain, parce que j'espère que vous aurez commencé la lecture d'ici là. You Like It Darker qui sort en VF, c'est Plus noir que noir, chez Albin Michel le 26 février. On se tient au courant sur les réseaux sociaux d'ici là pour un concours. En général, ils me disent oui, donc il n'y a pas de raison que non. Je leur ai fait l'email ce matin, donc j'ai pas encore de réponse évidemment. Et vraiment, hein, j'ai adoré ce recueil. Après, il y a des formats courts, il y a des formats longs. Mon avis sur le site, on l'a revu tout à l'heure. C'est cher, les livres neufs, on est d'accord. Chez Albin Michel en plus. Je vous encourage à peut-être attendre un petit peu et voir si d'ici 2 ou 3 mois, il est en revente, genre sur Vinted, sur le Bon Coin, un peu moins cher, c'est 25 €. Mais il est bien, il est très bien, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, écoutez, j'ai tout mis. On fait une pause genre de 5 minutes, le temps que je fasse une boisson chaude, un pipi, tout ça, et on revient, on va jouer. J'ai des démos à tester, j'ai 2 démos de simulateurs de librairie, dont un c'est Tiny Bookshop, je pense que ça va être beaucoup trop mignon, mais potentiellement ça dure une demi-heure. Un autre qui est vraiment en mode TCG Card Shop Simulator, pas très beau, mais peut-être assez marrant. Et après, j'ai des démos de point and click horrifiques aussi dont j'ai entendu parler. Et parce qu'on pourrait, j'ai 5 ou 6 jeux en cours, on pourrait les continuer, mais on va pas faire ça. J'ai envie de faire des nouveaux jeux. Donc on fait des démos. Je vous dis merci d'avoir été là pour la partie actu. Salut Banana Monkey, salut Danito. Merci pour les personnes qui sont en replay sur le YouTube d'avoir été là. Je reviens dans 5 minutes.